Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. C'est un petit peu l'update lecture de la honte puisqu'au mois d'avril je n'ai réussi à lire que 6 livres dont 2 livres d'images, une bande dessinée dont je ne vais pas vous parler ici parce que ce ne sont pas des livres qui m'ont vraiment marqué. Et les 3 romans que j'ai lus, le premier c'est Jean la maudite de Jean-Louis Fedjen dont je ne vais pas vous parler ici puisqu'il s'agit d'un des livres sélectionnés pour le prix des Imaginales des bibliothécaires et que je vous ferai une vidéo dédiée. Du coup, je n'ai que 2 ouvrages à vous présenter aujourd'hui mais j'ai décidé quand même de tourner cette vidéo parce que c'est important que je vous en parle maintenant sinon je vais complètement les oublier. Et puis après tout, c'est quand même un update lecture, même si je n'ai réussi à lire que 2 livres. J'ai eu une petite panne de lecture au mois d'avril, mais c'était quand même de bonnes lectures, alors je vous les présente tout de suite. Le premier roman que je vous présente, il s'agit de Le Manoir des Immortels, le premier tome de la série Le Destin d'une déesse de Aimé Carter. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Catherine, ou Kate, qui va déménager dans un bled complètement paumé avec sa maman qui est très malade, elle est en phase terminale de cancer et en fait elle se retrouve dans le village dans lequel sa mère a habité quand elle était plus jeune. Kate et sa mère sont vraiment très proches et d'ailleurs Kate rejette un petit peu tous les gens qui gravitent autour d'elle, elle veut vraiment se concentrer exclusivement sur sa mère, d'ailleurs elle avait même pas envie d'aller au lycée. Mais sa mère l'a quand même un petit peu obligée, du coup il y a une aide à domicile qui vient prêter main forte à sa maman quand Kate est à l'école. Un jour Kate va faire la connaissance d'Henri et en fait il se trouve que Henri n'est autre que Hadès, le dieu des enfers, qui va lui proposer de sauver sa mère ou en tout cas de la maintenir en vie à condition qu'elle réussisse un certain nombre d'épreuves. Si Kate réussit ces épreuves, elle deviendra la reine des enfers. Et comme Kate est prête à tout pour sauver sa mère, elle va accepter. En gros, voilà le pitch. Je ne vous ai absolument rien spoilé puisque c'est l'histoire de base. C'est pour que vous sachiez un petit peu dans quoi vous allez entrer en lisant ce roman. C'est un récit fantastique dans le sens où il inclut la mythologie grecque comme base. C'est une histoire que j'ai trouvée très intéressante justement grâce à la mythologie que l'auteur décide d'inclure. Étant donné que Kate, donc l'héroïne, est prête à tout pour sauver la vie de sa mère, ça rend ses réactions assez crédibles et heureusement d'ailleurs parce que j'ai trouvé que l'histoire allait vraiment très vite. En même temps, sa mère étant mourante, ils n'ont pas vraiment le temps de s'attarder, donc c'est un petit peu logique que ça aille vite. J'ai trouvé que Kate était un petit peu trop parfaite et du coup j'ai été un peu ravie de l'avoir hésité, douté d'elle-même à certains moments. Le fait de découvrir Henri, donc Hadès, dans la peau d'un ado, c'est assez déconcertant, j'ai pas réussi à l'imaginer physiquement. Les décors que plante l'auteur sont vraiment mystiques, romantiques et légèrement effrayants. C'était vraiment un très bon mélange. La hiérarchie qui a lieu au sein du manoir, donc l'endroit où Kate va aller, là, qui est en fait la demeure d'Hadès, je vais pas vous dire exactement à quoi ça correspond pour pas trop vous en dire. Je vous laisserai découvrir ça si vous voulez lire l'histoire. J'ai trouvé donc que la hiérarchie qui régnait au sein de ce manoir était un petit peu déstabilisante parce qu'en fait... Donc Hadès n'est évidemment pas le seul dieu qui règne sur ce manoir. Enfin, c'est lui qui règne sur ce manoir, mais on va dire il y a d'autres dieux et déesses qui gravitent autour de l'histoire. Et ils se considèrent un petit peu entre eux comme des frères et sœurs. Et du coup, il y a toute une histoire de mariage arrangé entre les enfants des uns et les enfants des autres. Et du coup, c'est pas incestueux puisqu'il n'y a pas de lien du sang. Mais ils se considèrent vraiment comme frères et sœurs. Et du coup, ça m'a quand même fait bizarre, même s'il n'y a rien d'étrange, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont aucun lien du sang. Mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu déconcertant. C'est pas forcément une trilogie qui va être exceptionnelle, mais je pense que ça nous promet une belle histoire d'amour et j'ai très hâte de découvrir les tomes 2 et 3. Et le deuxième roman dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos. C'est le tome 2 de la série La Passe Miroir. J'ai adoré ce tome 2. Si vous vous souvenez, je vous en ai parlé, je crois, dans mon update lecture précédent du tome 1. J'avais vraiment beaucoup aimé, mais c'était pas le coup de cœur, il me manquait un petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Là, c'est pas non plus un coup de cœur, mais on s'en rapproche progressivement. J'ai préféré ce tome 2 par rapport au tome 1. Il manque encore un truc, mais je sais pas vraiment quoi. Peut-être qu'avec le tome 3, ce sera vraiment enfin l'apothéose. En tout cas, ce tome est juste incroyable. L'univers créé par Christelle Dabos, c'est dinguissime. C'est riche, c'est complexe, mais en même temps on arrive vraiment très facilement à visualiser ce que l'autrice a envie de transmettre. Si jamais quelqu'un a envie de racheter les droits pour une adaptation cinématographique, je pense que ça pourrait être juste grandiose. Il y a une énorme évolution dans la relation entre Thorne et Ophélie. J'ai trouvé qu'ils se dévoilaient l'un à l'autre et même à eux-mêmes. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et alors la scène finale est
bouleversante, quoi. J'ai pas pleuré, mais l'émotion était là. Tous les personnages, en dehors des relations qu'ils entretiennent entre eux, évoluent pour eux-mêmes. On voit que Thorne est toujours protecteur, extrêmement intelligent, extrêmement intègre. Il n'a pas peur de dévoiler ses sentiments, il a juste du mal à le faire parce que il a jamais appris en fait à avoir des sentiments et du coup il a du mal à les exprimer, mais il n'a pas peur de le faire et c'est vraiment intelligemment amené par l'autrice. Ophélie évolue également, j'ai quand même encore envie de la secouer parfois parce qu'elle réagit pas assez, mais elle s'affirme quand même, elle prend confiance en elle et c'est vraiment un gros plus. Bérénilde, donc la tante de Thorne, devient plus attachante, plus aimante dans ce tome. C'est embêtant parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce roman, mais comme c'est un tome 2, je ne veux pas vous spoiler ni le tome 1 ni le tome 2 forcément, donc c'est très compliqué de vous dire des choses sans tout vous spoiler. Archibald, c'est un personnage que dans le tome 1 je détestais, vraiment je pouvais pas le voir, enfin c'est que son comportement était juste aberrant pour moi, et là l'autrice a réussi le miracle de me faire m'inquiéter pour lui en fait, et il m'a complètement convaincue. Alors est-ce que c'est un effet secondaire de son pouvoir qui a marché sur moi? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est bon, je suis vendue. Quant à Farouk, donc l'esprit de famille du pôle, ça y est, on entre vraiment dans sa personnalité, on comprend plus ou moins ce qui fait qu'il est qui il est. C'est toujours mystérieux, c'est toujours complexe, mais l'autrice distille les informations au fur et à mesure et ça c'est vraiment très appréciable. Il y a toujours beaucoup de questions qui sont sans réponse, mais certaines interrogations que j'avais dans le premier tome sont résolues dans le deuxième, plus ou moins. L'autrice apporte parfois des demi-réponses, donc on s'en satisfait comme on peut, mais je ne doute pas que de toute façon tout a une logique imparable, ça me paraît évident et du coup j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Le rythme du tome 2 est plus intéressant que celui du tome 1. Dans le tome 1 c'était l'introduction, la mise en place, donc c'était parfois un peu lent, même si moi je l'ai pas vécu comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on lui reproche à ce tome 1. Par contre ce tome 2, le rythme est excellent, l'autrice réussit à mélanger à la perfection les révélations fracassantes et les passages un petit peu plus lents, les descriptions de paysages, de personnages, etc. Avec les bribes, donc les bribes ce sont des flashbacks. Je peux pas vous dire de qui parce que ce serait vous spoiler, parce que c'est pas dévoilé au début. Au début on n'arrête pas de se dire à chaque fois qu'on a une bribe on se dit mais purée, mais c'est qui est-ce qui parle, qui est-ce qui pense. Donc je vais pas vous dire qui c'est. Mais du coup c'est des flashbacks, donc c'est aussi un petit peu plus lent, ça permet de mettre en place la backstory de certains personnages. Et on a aussi les réflexions tout simplement des personnages, là où ils en sont, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Donc c'est des passages qui sont un petit peu plus lents, mais qui sont nécessaires, et ça casse pas le rythme justement parce qu'il y a quand même des révélations presque à chaque chapitre. La plupart des chapitres se terminent en cliffhanger et ça c'est vraiment génial. Et je vous dis la fin de ce tome, mais mon dieu, vite le tome 3, je l'ai sur ma liseuse et il est prévu que je le lise ce mois-ci, donc là j'ai vraiment trop hâte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres, si l'un des 2 livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!